Bonjour Bertrand. Salut Xavier. Alors, on a une très mauvaise nouvelle là pour Ah commencer la oui. vidéo. Mm. C'est le concept du jour du dépassement. On est le jeudi 1er août au moment où on tourne cette vidéo et c'est cette fameuse journée en fait. Tu vas nous en dire un peu plus, mais où je crois les ressources disponibles de la Terre sont dépassées, c'est ça? Eh oui, c'est ça. Et je pense que nous allons faire pas une minute de silence parce que euh, ça serait une affaire sérieuse, mais plutôt 2 secondes, 2 secondes de silence, si tu veux bien. Voilà. Pour le jour du dépassement. Alors tous les ans, on y a droit, bien sûr. Et c'est un concept issu d'un article de chercheurs sur les limites planétaires, tu sais. Alors, il y a 9 limites planétaires d'ailleurs, et puis on les dépasse les unes après les autres. Et tous les jours, en fait, le jour de dépassement est un peu plus tôt chaque année, hein. C'est le jour où on a consommé, si tu veux, toutes les ressources de la planète, pour faire simple. Mais donc, c'est évidemment repris par toujours plein de personnalités qu'on connaît bien et des écologistes radicaux classiques. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est bien sûr repris par des politiques, notamment, j'ai vu Christophe Béchu, hein, le ministre de l'écologie, reprendre ça. Et il faut redire que c'est un concept, surtout un élément de langage d'ONG et de militants écologistes. Et le voir encore une fois dans la bouche de ministres, même s'ils sont démissionnaires, c'est un peu triste. Et voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les 9 limites planétaires. Simplement dire qu'on pourra peut-être faire une vidéo là-dessus avec notre animaliste préféré, qui est Thomas Lepelletier. Et tu sais, un anti-écolo radical primaire, je dirais. On l'aime beaucoup parce qu'il a une critique très acerbe de l'écologie. Encore une fois, il ne faut pas confondre l'animalisme et l'écologie pour plein de raisons. On pourra revenir là-dessus, même si on a tendance à mêler les deux. Et donc, Thomas, il a publié un article dans Le Point il y a quelques semaines et sur justement une critique de ce concept des 9 limites planétaires. Donc je te propose qu'on l'invite un jour pour faire une vidéo là-dessus et je crois que ce sera très intéressant. Il a aussi fait une critique du rapport du Club de Rome dans le dernier numéro de Transition énergie que vous pouvez retrouver en kiosque. Donc l'article de Thomas Lepelletier, bientôt sur l'écologie à l'endroit. Eh ben, écoute, très bonne idée, hein. On a hâte de recevoir Thomas Lepelletier puisque c'est toujours très intéressant et très pertinent ce qu'il nous raconte. Mais alors justement, le coût des limites planétaires et la Terre en danger, et cetera, et tous ces éléments de langage des ONG, est-ce que ça justifie ce qu'on vit en ce moment? C'est-à-dire, en gros, des sabotages, des tentatives, d'attaque ou d'actions, coordonnées de la part de militants, pour beaucoup écolo-radicaux qui cherchent en gros à déstabiliser la société pour alerter sur les dangers qu'on court actuellement, le risque écocidaire, et cetera. Donc voilà, on a vu ces derniers jours des sabotages de trains, on a vu ces Mhm. derniers jours aussi des gens arrêtés pour avoir projeté d'attaquer des épreuves des Jeux Olympiques ou autres. Alors souvent, il s'agissait d'écologistes radicaux. Qu'est-ce qui se passe, Bertrand? Et oui, et donc nous vivons ce moment particulier où l'écologie se radicalise, hein, depuis un moment. C'est pour ça que nous, on parle souvent d'écologie radicale. On rajoute le radical au mot écologie. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des choses assez impressionnantes. Enfin, il faut encore confirmer quand même, enfin, un peu se méfier de ce qui est dit dans la presse. Et il faut toujours être un peu patient, si tu veux, parce que commenter à chaud, c'est toujours un peu compliqué. Mais ce qu'il faut quand même, je voudrais revenir d'abord, tu sais, à le concept de désobéissance civile. Ça, c'était inventé, alors je crois que c'était à la fin du 19e siècle, hein, par un écologiste, justement, euh, Henry David Thoreau, ou Thoreau en français, on pourrait dire comme ça, qui vivait, tu sais, qui est retranché sur son étang pendant 2 ans, une espèce de fils à papa. Moi, c'est comme ça que je l'appelle en tout cas, qui était adoré par sa famille et qui a écrit un livre célèbre donc sur Walden ou La vie dans les bois. Mais il a aussi écrit donc la désobéissance civile. Alors je crois que c'était, parce que j'ai pas lu ce livre, mais il proposait en tout cas de désobéir à l'État, notamment sur l'histoire des impôts. Alors lui, il travaillait pas beaucoup, donc je ne sais pas s'il payait beaucoup d'impôts, mais enfin, il a écrit quand même des livres. Et donc la désobéissance civile, c'est un peu repris par le mouvement de l'écologie, tu vois. Et donc désobéir, ne pas payer ses impôts, par exemple, c'est un peu une forme donc on désobéit.
Mais il y a des formes un peu plus sophistiquées, puisque on a vu récemment se développer, j'avais fait un article dans le Figaro là-dessus, sur les gens qui vont peinturer soit les immeubles, les bâtiments, le ministère de l'Industrie, ou les tableaux de grands maîtres, hein. Donc ça, c'est pas tout à fait de la désobéissance civile, on est moins passif, disons qu'il y a une action, même si on ne dégrade pas un bien, puisqu'en général c'est vitré, etc. Il y a quand même une action qui est plus importante que d'être passif, enfin, en tout cas. Il y a aussi tout ce qu'avait fait Greenpeace, bien sûr, et le côté toujours de Greenpeace qui était des actions spectaculaires mais non violentes. Donc là aussi, il y a un côté actif, mais qui est dans la non-violence. On a vu aussi les autoroutes, là c'est pareil, les blocages d'autoroutes, avec ces espèces d'abrutis qui empêchent les gens d'aller bosser, eh bien c'est aussi un truc actif, qui est voilà, une version nouvelle de la désobéissance civile, parce qu'on veut alerter l'opinion qui vit sa vie normalement, pour leur dire qu'il y a une catastrophe qui est là et qu'il faut absolument se mobiliser. C'est ça l'idée qui est derrière tout ça quand même. Il y a une logique, encore une fois, dans la pensée écologique. Et là, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a eu des sabotages au début des Jeux Olympiques. On a tous vu ça quand les JO ont commencé, juste après la fameuse cérémonie d'ouverture dont je ne parlerai pas. Eh bien, il y a eu un sabotage alors c'est des nœuds, certains nœuds ferroviaires stratégiques en France, il y en a eu 3 ou 4, je crois. Bon, ils ont saboté et donc ça a empêché les trains de circuler, donc ça a été, voilà. Et donc, ce qui a été extraordinaire, on se demande par qui ça a été fait. Alors, en fait, on a arrêté quelqu'un sur une voie, mais apparemment, ça serait pas lui, ni son groupe. Il était là pour, je sais pas, faire des tags ou je sais pas quoi. Enfin bref, je crois que finalement c'était une fausse piste, mais en tout cas, il y a eu depuis en fait une revendication qui a été reçue par plusieurs journaux, dont plusieurs médias en tout cas, dont Reporter, qui en a fait état. Vous pouvez lire ça. Alors ça s'appelle exactement, je l'ai gardé ici. Revendication du sabotage. Alors le titre, c'est Ils appellent cela une fête. Nous y voyons une célébration du nationalisme, une gigantesque mise en scène de l'assujettissement des populations par les États. Et donc c'est un truc à la fois socialo-écolo, si tu veux, où évidemment on met en valeur le fait que c'est une fête, oui, des passions nationalistes. Et donc c'est très peu recommandable. Et puis aussi l'aspect écologique, puisque les JO sont anti-écologiques. En plus, on s'en prend au TGV. Alors, on pourrait faire croire que le train, c'est écolo, mais non. Pour eux, le train, c'est très mauvais, surtout le TGV. Le train à vapeur, il y a 100 ans, c'est bien, parce que ça va pas vite. Mais le TGV, ça va trop vite pour eux. Et c'est un symbole aussi, et ben, justement, de ce monde qui va trop vite, qui consomme trop de matière, etc., de matières premières, etc. Donc, vous pouvez aller lire ça. Et ça finit, c'est signé une délégation inattendue. Et donc, alors, on ne sait pas ce que c'est, hein, il faut encore une fois se méfier. Est-ce que c'est les vraies personnes qui ont fait les actes de malveillance ou pas? En tout cas, on peut le penser. Donc, les policiers sont en train de rechercher activement. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tu veux, tu vois une gradation quand même. Là, ce qu'on peut voir par rapport à la désobéissance civile de Thoreau, et puis les trucs sur les autoroutes, les actions de Greenpeace non violentes, on commence à voir des choses qui sont quand même significatives. Et on peut se demander, en fait, si on ne va pas aller plonger dans des formes de violence, un peu comme on a eu au XXe siècle, si tu veux, dans les groupes anarchistes, la gauche prolétarienne, les maoïstes, et notamment, je ne sais pas si tu connais Action Directe. Alors, c'était dans les années 60, bon, j'étais pas né, enfin 60 jusqu'aux années 80, je crois que ça a duré un certain temps. Et il y a eu aussi en Italie des phénomènes, en Allemagne, etc. Ce phénomène en fait de gauche radicale qui faisait des actions très concrètes contre les symboles de l'État, contre des ministères, et puis contre, par exemple, des grandes entreprises. Il y a eu même des assassinats politiques, des mitraillages d'édifices publics, des attentats, des explosions, etc. Même des attaques de banques. Et donc, tu vois, c'était un groupe, disons, un peu plus musclé. On a parlé la semaine dernière de Paul Watson, tu sais, qui avait rompu avec Greenpeace parce qu'il voulait avoir des actions beaucoup plus violentes, d'une certaine manière. Et bien là aussi, on est dans des formes, peut-être, je dis, parce que là, ça a été non violent, puisque
c'est quand même un sabotage sérieux qui a des conséquences économiques, qui a des conséquences sur la vie des gens. Et la question qu'on peut se poser, moi, c'est une hypothèse que j'entends, si tu veux, puisque je suis dans l'écologie depuis 30 ans, et je n'y croyais pas d'ailleurs à ces hypothèses que l'écologie se transforme comme ça en mouvement totalitaire, voire violent, etc. Et on peut se demander si on n'est pas à la marge de ce truc. On a vu ce qui se passe par rapport aux, aux bassines. Mmh. Et la seule chose que je me pose comme question, on peut se demander si prochainement il y aura des morts même, parce qu'on peut attaquer des gens, on va le voir juste après. Euh, la seule chose qui me fait douter de ça, c'est que ça, si tu veux, tout ce qui était action directe en France ou dans les autres pays d'Europe, il y avait un imaginaire donc disons gauchiste de la guérilla communiste. Et donc, ils pouvaient sortir facilement des armes, etc. Tandis que là, tu as une imaginaire quand même écologiste qui est assez, en général, antimilitariste. Et donc, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à... Ou alors, quelle peut être... On peut se poser la question, quelle va être la version action directe de l'écologie, quoi? Quelles armes vont-ils sortir? Tu as vu que les, la lutte contre les bassines, là, alors je crois que c'était par drone, ou je ne sais plus comment ils ont fait ça, mais ils ont envoyé des lentilles d'eau dans les bassines, parce que apparemment les lentilles d'eau, évidemment, vont se développer très très fortement, et puis vont boucher, alors vont créer des problèmes, je sais pas, j'ai pas exactement regardé, mais en tout cas vont boucher les canalisations, et donc il paraît que ça serait empêcherait les bassines de fonctionner, en tout cas, voilà. Donc c'est un peu un sabotage aussi. Donc qu'est-ce que va être les armes? Est-ce qu'on va mitrailler, je sais pas, des grandes entreprises, l'entreprise Total, etc. ou pas? On peut se poser la question. Donc voilà, quel va être le type d'armes qui vont pouvoir être utilisées. Est-ce que ça va être des armes conventionnelles ou des armes écologiques? On va voir comment on va se développer ça, en sachant que voilà, ça peut être relativement violent, puisqu'on a vu des violences et des morts même côté écologiste, hein. Tu te souviens du barrage de Oui, Sivins, c'est ça, hein. oui, avec Rémi Euh, Fraisse. voilà, c'est ça. Mais on peut se demander s'il y a pas il va pas y avoir des morts dans l'autre sens cette fois dû aux écologistes. Donc voilà, je fais un parallèle peut-être hasardeux, mais j'ai pensé spontanément à ça quand j'ai lu en fait l'interview d'un philosophe, là, c'est monsieur. On a fait un article sur le site d'Action écologique que vous Victor pourrez Cachard, retrouver. Voilà, Victor Cachard qui a été interrogé par Reporter sur l'action qu'il y a eu de sabotage, justement. Alors lui, il se trouve que c'est un spécialiste du sabotage et il s'est retrouvé dans un train qui a été empêché de fonctionner dû au sabotage. Alors tu vois qu'il est plutôt favorable et il regarde d'un regard attendri, si tu veux, les gens qui font ça, parce qu'il dit que finalement c'est pour avertir comment dire, de problèmes amenés par le capitalisme, etc. Et donc, c'est pas très grave. Et puis lui, bon, évidemment, lui, c'est son sujet d'étude prioritaire. Donc, c'est un peu comme s'il était sur le terrain, dans le feu de l'action. Donc, on peut comprendre qu'il n'en ait rien à faire et qu'au contraire, ça l'amuse d'être bloqué, tu vois. Ah, il a dit qu'il suffisait de prendre un bon bouquin et de prendre son mal en patience. Oui, peut-être. Il était peut-être tout seul avec son bouquin, puisque c'est un philosophe dont le métier est de rêvasser d'une certaine manière. Il y a peut-être des gens qui ne rêvassaient pas, qui amenaient leurs enfants, à leur marmaille en vacances et qui étaient peut-être un peu plus pressés d'arriver que lui. Donc voilà, vous pouvez regarder ça. Mais donc en lisant cet article, cette interview, j'ai pensé à Action Directe qui faisait des actions assez violentes en France et qui a fini par être démantelé. Et c'est en général des groupuscules, hein. Je ne dis pas que ça représente évidemment toute l'écologie en France, loin de là, mais c'est une partie, certes très très minoritaire de l'écologie, mais c'est quand même une partie qui est de plus en plus visible et qui fait de plus en plus d'actions, semble-t-il, euh, et bien violentes. Et donc on peut se demander jusqu'où ça va aller, quoi. On avait d'ailleurs, sur la chaîne d'Action Écologie, interrogé il y a 2 ans de cela, je Oui, crois 2 ou 3 ans, le journaliste Marc Lomazzi qui avait écrit un livre, très intéressant qui s'appelle Ultra Ecologicus, donc qui, pour le coup, revenait un peu sur toutes les différentes mouvances de l'écologie radicale et qui expliquait un petit peu leur méthode d'action, certaines étant plutôt portés, comme tu le disais, vers la désobéissance civile, d'autres vers l'action directe, et cetera. Et là, pour le coup, c'est intéressant, ça donne un bon topo, en fait,
des forces en présence, même si je pense que depuis qu'il a écrit son livre, ça s'est encore radicalisé un petit peu. Ouais. Mais c'est intéressant et d'ailleurs, voilà, au prochain sabotage, pour les gens coincés dans un train, ils peuvent lire Ultra Ecologicus de Marc Lomazzi. Comme ça, ils verront un petit peu qui sont les, qui sont les fautifs de leur retard. Voilà, mais la question c'est jusqu'où vont-ils aller, quoi. C'est vraiment, on peut vraiment s'interroger là. Et quelles armes ils vont utiliser? Est-ce que ça va être des armes, C'est des armes vertes, mais qui peuvent aller loin aussi, hein. C'est une question Euh, intéressante ouais. puisque parmi les armes qu'on peut potentiellement utiliser quand on est un groupuscule radical, il y a aussi l'agit-prop, donc voilà, qui consiste à se faire remarquer un petit peu partout. On a vu que ces derniers temps, les manifestations d'Extinction Rebellion ou autres faisaient beaucoup d'agit-prop. Donc effectivement, pour l'instant, ça reste non violent, mais petit à petit, Ça peut ça peut se faire. dégénérer effectivement parce Ça peut que dégénérer. je voudrais aussi dire, excuse-moi, mais je voudrais absolument dire ça, c'est que encore une fois, je l'ai dit plein de fois, mais il faut toujours le répéter, c'est qu'il y a une certaine logique dans la pensée écologiste. Si tu as une crise existentielle, si on est dans une crise existentielle et qu'il faut vraiment se réveiller et lutter contre le capitalisme et faire de la décroissance, si tu veux, pour sauver l'humanité, si tu veux, ils pensent qu'ils sont dans le vrai et ils pensent que c'est une façon d'alerter, si tu veux. Si ça ne suffit pas de se foutre devant des tableaux, si ça ne suffit pas de faire de l'agit-prop gentil à la Greenpeace, etc., eh bien peut-être que c'est le sabotage qui va permettre pense-t-il, de réveiller l'humanité et voilà, les endormis que nous sommes, si tu veux. Donc il y a une certaine logique à partir du moment où ils ont ce diagnostic apocalyptique d'avoir ce genre d'action radicale. Et ce qui me gêne toujours, et je le répète toujours, c'est que vraiment là, ceux qui sont en grande partie responsables aussi de cette excitation, c'est aussi les responsables politiques et médiatiques, parce qu'ils sans arrêt remettent oui, ils soufflent sur les braises en fait du catastrophisme. Et on voit toujours que les thèses des ONG sur le climat, sur la biodiversité, etc., la catastrophe dans laquelle nous sommes, c'est repris systématiquement par les ministres, par le président de la République, etc., par les gens qui sont aussi à la tête de certaines entreprises, et puis aussi bien sûr dans les médias. Il faut voir ce que dit le service public, dans quel état se trouve la planète selon eux. Et donc c'est ça aussi qui légitime tout le temps et qui met qui souffle sur les braises, c'est aussi les gens, les élites encore une fois. Donc ce genre de mouvement radical, ils sont aussi encouragés par les gouvernements qui, plutôt que essayer de dire il faut se calmer sur toutes ces questions sur la fin du monde, eh bien, remettre toujours une pièce dans le jukebox, quoi. Et ça, c'est insupportable de voir ça tout le temps. Il suffit de regarder un peu ce que fait Christophe Béchu sur les réseaux sociaux ou à la tête de son ministère, quoi. Alors, en parlant de radicalisme et de groupes radicaux, il y en a un qu'on connaît bien, c'est les soulèvements de la terre, puisque bon, on a parlé des bassines tout à l'heure, et puis d'une manière générale, les soulèvements de la terre se sont fait pas mal remarquer ces derniers temps. Et cette fois, il lance un appel avec d'autres associations du même genre à désarmer l'Empire Bolloré. Et oui, alors, juste avant, je disais, va-t-on passer finalement de la désobéissance civile à l'action directe? Point d'interrogation. Et voilà que, effectivement, en plus de toutes ces actions de sabotage qu'on a vues, il y a eu un appel à désarmer l'Empire Bolloré. Fascinant. Alors, dans cet appel, il y a eu plusieurs signataires, dont des organisations très connues, Extinction Rébellion, les Soulèvements de la Terre, et aussi, par exemple, l'association Bloom de Claire Nouvian, cette espèce de folle dingue qu'on avait vue sur le plateau de CNews. Elle avait été dans l'Empire Bolloré et elle a été quand même, elle a survécu à cette expérience. Et donc, ils disent que en fait, c'est une bataille qu'il faut mener contre cet acteur qui est en fait un acteur du ravage écologique, de l'exploitation néocoloniale, et en fait qui en train de préparer la conquête du pouvoir de l'extrême droite. C'est ce qu'ils disent. Et donc, ils appellent finalement à repérer, tu sais, toutes les structures, les infrastructures, toutes les entreprises qui font partie, tous les médias qui font partie de l'Empire Bolloré. Et une fois que ça va être bien cartographié, eh bien, ils vont pouvoir faire des actions, alors qui sont a priori plutôt non violentes,
puisque il propose par exemple de faire des blocages, d'occupation des dépôts pétroliers, de vendanger les vignes de Bolloré. Bolloré doit avoir des vignes, les grands industriels, ils ont tout un tas de trucs, notamment dans le domaine agricole, c'est le cas de Bolloré. Et ils veulent faire aussi des boycotts. Donc on peut voir dans les prochains mois, les prochaines semaines, ils ont commencé à dénoncer, tu sais, alors, avec la polémique, bien fait Bolloré à cause de la chaîne c'est C8, je crois, Ouais, qui a perdu ça fréquente. sa fréquence TNT, TNT, ouais. Et donc, ils appellent à repérer, à cartographier toutes ces choses-là pour pouvoir faire des actions anti-Bolloré. Alors, ils appellent aussi, tu sais, ça la bolosphère. Alors, on peut se demander la question si on n'est pas en train de voir émerger une bolosphère. Mais les bolos, tu sais, en général, ils sont pas très fins. Et peut-être que ces écologistes sont plus intelligents qu'on croit et vont faire des actions qui vont être plus, comment dire, plus réussi. Parce que si c'est voilà, c'est un peu inquiétant quand même, tu vois. De la désobéissance civile à action directe, il n'y a qu'un pas. Vont-ils le franchir? En tout cas, ils ont l'air de vouloir le franchir allègrement. Bah, les mois à venir seront très intéressants, de ce point de vue-là, puisque en plus des embrouilles politiques et du fait que une grosse partie de la gauche française se monte la tête un petit peu sur le non-respect des institutions par Macron, la volonté d'aller bloquer le pays, en fait, si on ne répond pas à leurs revendications de Premier ministre, et cetera. Peut-être que ça va faire pousser des ailes à l'écologie radicale qui en Oui, profitera évidemment oui, tu pour as se raison de dire ça, c'est qu'on est quand même dans une période, en dehors la question écologique, pré-révolutionnaire, et même révolutionnaire. Donc effectivement, ça il y a peut un les côté encourager. insurrection qui vient Oui, pour oui, oui, ressortir les oui, oui, dans lesquels tout va être un peu mélangé, quoi, il faut reconnaître. c'est ça, c'est ça. Alors et d'ailleurs, en ce moment, on a une sorte de pause, de parenthèse dans tout Oui, ça. C'est justement les Jeux olympiques. Alors pour finir sur une petite note un peu plus positive, toi-même, tu es allé, assister à des épreuves des JO. Tu participes à cette grand-messe polluante, non? et oui, cette grand-messe capitaliste où le sentiment nationaliste est très très fort, français particulièrement. Alors évidemment, j'y suis allé puisque on a dit que c'était pas écologique, tu sais. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui se déplacent, etc. Mais alors moi d'abord, j'ai jamais été un critique, tu sais. J'aime pas un peu ces peines à jouir là, un peu de tout camp d'ailleurs, qui ont critiqué les JO. Ça m'a un peu agacé, même s'il y aurait bien des choses à dire sur la cérémonie d'ouverture, mais je dirai rien sur cette chaîne parce que c'est pas la thématique de la chaîne. Mais en tout cas, voilà, c'est très bon enfant, c'est très bien organisé. Il y a beaucoup de monde. Et alors, sur les trucs écologiques que j'ai pu remarquer, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que il y a beaucoup, si tu veux, voilà, de poubelles pour faire son tri, des choses un peu symboliques, si tu veux, où évidemment, ils ne se sont pas trompés. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est quand tu veux boire un coup, alors d'abord, si tu n'as pas amené de l'eau, si tu veux en commander, ça va te coûter très cher, hein, puisque les boissons et la nourriture est assez chère. Mais si tu veux, ils ont par hasard l'idée, que tu commandes un coca ou même de l'eau, dès qu'ils ils ont des bouteilles, tout simplement, je sais pas, de 25, 33 centilitres, ils les ouvrent et ils les mettent dans une éco-cup. Et ils te filent l'éco-cup et donc elle est consignée pour 2 euros. Alors c'est vachement cher, 2 euros, c'est énorme. Et donc, soit tu gardes l'éco-cup, ça t'a coûté 2 balles, ça te fait un souvenir quand même, soit tu vas la ramener, mais il faut la ramener au même endroit, il faut faire la queue pour la ramener, etc. Donc c'est un peu bizarre comme. Mais au moins, ça met pas, si tu veux, les déchets, les bouteilles un peu partout sur le site, sur les sites olympiques, puisque c'est fait à l'intérieur des stands. Mais il y a ce machin un peu bizarre. En plus d'avoir un contenant, si tu veux, primaire, tu en as un secondaire avec l'éco-cup. Tu as la bouteille d'abord, qu'on met après dans l'éco-cup. C'est assez bizarre. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a lu. Alors, tu sais, il y a l'histoire de la Seine. Alors, il paraît qu'il y a des. Alors moi, j'ai pas vu, enfin si, j'ai vu passer les triathlètes, et dans la scène, paraît-il que certaines filles ont croisé des choses pas très catholiques. Donc voilà, ça a été, voilà, il y a eu une polémique quand même là-dessus par rapport à certaines bactéries, etc. Mais globalement, les gens ont quand même nagé dans la Seine. Et puis, il y a cette histoire de polémique, un peu une mini-polémique, il ne faut pas polémiquer pour rien, mais il y a apparemment, un certain nombre, en tout cas d'athlètes, ont critiqué la nourriture. On est quand même dans le pays de la gastronomie, mais comme il y a cette obsession, si tu veux, écologique, apparemment, hein,
te dis ça, j'ai eu quelques articles de presse où en fait, bien sûr, ils ont insisté sur le côté plus végétal, tu vois, tu vas avoir plus de tofu que de protéines animales, j'en sais rien, je dis ça un peu comme ça, mais ils ont un peu insisté sur la nourriture pour qu'évidemment, elle soit le plus euh, économe en CO2 possible, bien sûr. Et donc, il y a des délégations qui ont gueulé en disant, il n'y a pas du tout assez de viande, il nous faut des choses avec beaucoup de protéines, etc. Et alors, bien sûr, les nations les plus riches ont pu faire des réserves à côté, mais les plus pauvres, ils n'ont pas pu bénéficier de tout ça, même si apparemment l'organisation a essayé de corriger le tir sur la nourriture disponible. Mais je pense, si tu veux, que cette histoire a joué, c'est-à-dire cette espèce d'obsession de décarbonation a joué sur ce qu'il y a à manger dans le village olympique. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on va voir de plus en plus, qu'on voit de plus en plus quand toi, dans un cadre professionnel ou autre, c'est de plus en plus criant, en fait, ces histoires d'avoir des repas écologiques, etc. Donc ça a été un peu le cas au JO, mais enfin, quand tu es sportif, tu as besoin de protéines, et notamment de protéines animales, quoi. Donc il faut arrêter le délire, donner des steaks aux triathlètes et à tous les autres. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les JO. D'un point de vue écologique, si tu veux, c'est un peu l'anecdote, mais voilà, j'y étais et c'est très sympathique. Et voilà. Bah, c'est bien d'avoir des remontées du terrain. Ouais. Ben Ah, écoute, exactement. Donc merci beaucoup. n'hésitez pas à aimer cette Like, chaîne et partager, à commenter. partager. Et méfiez-vous pendant ces vacances des actions directes. Merci beaucoup, Bertrand. À bientôt.